Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires réalisé avec le réseau Via Télévision et les télévisions locales de France. Ensuite, Territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Jacqueline Gouraud, c'est la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales qui sera sur ce plateau en direct tout à l'heure. Nous parlerons évidemment du discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale hier et au Sénat dans quelques heures. Enfin, troisième partie d'émission aujourd'hui que nous déroulerons, qui sera inhabituelle, ce ne sera pas Territoire Sénat. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. À Lorient, 3 jours après l'accident qui a coûté la vie à un petit garçon de 9 ans et grièvement blessé son cousin de 7 ans, l'auteur présumé de l'accident mortel, un chauffard, reste introuvable malgré un appel à témoins. Hier, la communauté turque s'est retrouvée autour du cercueil du petit garçon pour une cérémonie religieuse. Un petit garçon que tous connaissaient sur place. Fanny Cocognier. La foule était unie pour accueillir le cercueil du petit Bunyamin à la mosquée de Lorient. La communauté turque s'est donné rendez-vous pour soutenir les parents du garçon de 9 ans tué par un chauffard ce dimanche. On retient déjà la solidarité de toute la France parce que c'est un accident qui a ému quand même toute la France. Vous voyez que les parents, le papa et la maman est très bien entourés par la communauté turque de Lorient, les Lorientais, les amis des enfants. En préambule de cette cérémonie ouverte à tous, le président de l'association culturelle turque a pris la parole. Il a souligné qu'il s'agit d'un drame pour l'Orient et pas seulement pour une communauté. Dans son prêche, l'imam a rappelé l'importance de ne pas céder à la haine. Les conditions du décès ne sont pas forcément belles à voir. Et c'est important parce que les valeurs de la religion font que c'est une religion de paix. On n'est pas là pour faire des représailles entre guillemets ou quoi que ce soit. On espère tous que la personne se rende ou se fasse attraper parce que au moins de soulager les douleurs de la famille et de la communauté, quoi. Les Lorientais rendront un nouvel hommage aux 2 victimes de cet accident au cours d'une marche blanche. Elle est organisée cette fois par les habitants du quartier de Keriado. Selon son entourage, le petit garçon de 7 ans, hospitalisé à Brest, est aujourd'hui dans un état stable. Les machines tournent au ralenti au sein des entreprises prestataires de l'usine Smart à Ambar, dans l'Est. Depuis une semaine, les salariés sont en grève illimitée, se battent pour obtenir des garanties sur le maintien de leur emploi. Depuis l'annonce de l'arrêt de la production de la petite voiture allemande, les inquiétudes grondent, même si la direction de Smart a annoncé fin mars qu'il reprendra la totalité des salariés prestataires pour fabriquer le nouveau véhicule électrique de Mercedes. Jean-François Ambroise pour Via Mirabel, notre partenaire. L'inquiétude est présente chez ces salariés, sous-traitants pour l'usine Smart de Ambar. Tout découle de l'annonce faite par le groupe Daimler en mars dernier de stopper la production de la Smart d'ici 2024. Mais Smart l'a annoncé, il reprendra la totalité des salariés prestataires. Car si la production de la Smart électrique 4e génération est délocalisée en Chine, Daimler a programmé la production d'un nouveau SUV électrique Mercedes ici sur Smartville. Seulement, Mercedes ne travaille pas avec des sous-traitants. Le constructeur allemand fait tout en interne. Les entreprises prestataires sont ainsi condamnées à disparaître et les salariés à démissionner. Une façon de faire qui dérange les syndicats. C'est pas normal qu'on démissionne. On doit partir pour un licenciement pour motif économique pour rejoindre la deuxième entreprise. Nous, on est pour aller rejoindre la deuxième entreprise. Encore bien que le cri est fort qu'ils vont reprendre tout le monde sur le site et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, on est pour l'emploi, mais pas pour n'importe quel prix. Mobilisés depuis une semaine sur ce rond-point, les syndicats et salariés ne sont pas contre l'aventure Mercedes. Néanmoins, ils demandent des garanties sur la reprise, avec notamment la prise en compte de l'ancienneté. On n'est pas là pour faire capoter le projet Mercedes. On veut tout simplement une réunion tripartite avec M. Zibert pour nous garantir l'avenir
nous garantir les emplois. Nous, on veut faire partie de l'aventure Mercedes. Il ne donne aucune garantie de reprise des salariés sous-traitants. Qu'ils fassent une réunion tripartite, qu'ils l'écrivent, on signe un accord et on rentre immédiatement. D'après les syndicats, la fabrication des Smart va très vite ralentir. L'entreprise Forestia, qui fabrique l'habillage extérieur de la Smart, tourne encore à plein régime ce mois-ci, 500 véhicules par jour. Dès juillet, ce sera plus que 80 véhicules. Les salariés seront au chômage partiel et ne travailleront plus qu'une semaine sur 2. Les embauches pour l'aventure Mercedes devraient intervenir dès mars 2020. On se rend en Occitanie maintenant, c'est la solution du désespoir d'après les syndicats d'enseignants. Une intersyndicale appelle dans toute la France à la grève générale le 17 juin, date de début du baccalauréat. L'épreuve de philosophie pourrait donc ne pas être surveillée. Avec cette action, les enseignants espèrent enfin être entendus par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Un reportage de Via Occitanie sur place avec Alexis Kunz. Moins d'une semaine avant le début du bac, comme chaque fois c'est l'épreuve de philosophie qui donnera le coup d'envoi, mais cette année elle pourrait ne pas être surveillée dans différents lycées d'Occitanie. Une intersyndicale a appelé à la grève générale lundi prochain contre la réforme du lycée et celle du bac. Le bras de fer avec le gouvernement continue. Le ministre est absolument sourd à toutes nos revendications et plutôt que de chercher à nous écouter, nous entendre, il est là dans l'intimidation et à mettre en place une sorte de pression sur les fonctionnaires que nous sommes. Pas de quoi inquiéter ces lycéens ni moi pour autant. Tous nos profs qui comptent faire grève nous ont déjà rappelé que finalement il y a de fortes chances qu'ils soient remplacés aussi et qu'on ait juste un changement de surveillance, qu'on soit surveillé par des surveillants ou par des personnels administratifs. Alors, ça me fait pas peur parce que je pense que c'est un mal nécessaire puisque les professeurs et les élèves ont eu beau manifester, ont eu beau faire toutes les grèves, tous les blocus envisageables, le gouvernement n'est pas revenu sur une réforme qui est dangereuse pour le droit à l'éducation. Les épreuves du bac 2019 se dérouleront du lundi 17 au lundi 24 juin. Voilà, quand la technologie est au service de la santé, elle est gratuite, elle est expérimentée au Mans. Smoke Check, c'est son nom, est une appli qui aide les fumeurs à détecter les risques de cancer et de maladies. Créée par 2 médecins, elle sera bientôt disponible dans toute la Sarthe, puis en France. Hélène Galliana de LMTV Sarthe l'a expérimentée pour nous. Regarder. Aider à diagnostiquer les symptômes du cancer et les risques de maladies pulmonaires avec une petite appli. C'est le pari de 2 médecins du Mans. L'objectif, aider les fumeurs à se diagnostiquer et les encourager à aller consulter un médecin en cas de besoin. Est-ce que vous toussez depuis 3 semaines ou plus? On peut mettre que oui par exemple. Est-ce que vous avez une fatigue inhabituelle depuis 3 semaines ou plus? On peut mettre non. L'idée, c'est de faire du diagnostic précoce du cancer du poumon, mais d'autres maladies cardiovasculaires qui sont très fréquentes chez le fumeur, et de la bronchite chronique, qui est aussi quelque chose qui apparaît fréquemment chez les fumeurs, qui se manifeste par de l'essoufflement, de la toux, etc. Cette bronchite chronique, elle est importante à détecter puisqu'elle fait le lit du cancer du poumon. Si on la diagnostique tôt et qu'on la traite, du coup, il y a moins de cancer du poumon. Voilà. Et l'appli ne va pas rester comment? Elle compte bien se déployer aux alentours. Au mois de novembre, elle sera déployée sur le département de la Sarthe dans le cadre d'une grande expérimentation clinique pour évaluer précisément son impact favorable sur le dépistage des principales maladies liées au tabac et ensuite sur le reste de la région Pays de Loire à partir de février 2020. Voilà. En France, chaque année, près de 40 000 nouveaux cas de cancer du poumon sont diagnostiqués, dont près de 9 sur 10 sont imputables au tabac. Voilà, plus léger, découvrir pour mieux protéger la biodiversité. Voilà une activité qui devrait en intéresser plus d'un avec l'arrivée des beaux jours. Et en Isère, il existe des espaces naturels sensibles qui permettent de justement mieux connaître cette biodiversité locale. Des plantes sauvages au marais de Chirène. Des guides nature vous accompagneront tout l'été. Plus de détails avec ce reportage au bois de la Bâtie avec Lina Badreddine de Télé Grenoble, notre partenaire. Regardez. Réapprendre à connaître l'environnement, les plantes, les animaux qui se trouvent près de chez nous. C'est tout l'objectif de la campagne des espaces naturels sensibles. Des zones acquises par le département de l'Isère pour la préservation de leur milieu et de leur biodiversité. Une espèce sur 3 a disparu. Donc aujourd'hui, sensibiliser le public à cette question est important et les emmener sur nos sites, non pas pour une simple balade nature, mais bien pour une vraie immersion dans l'environnement et dans des milieux fragiles, mais riches aussi en termes de biodiversité, permet d'avoir un vrai levier sur l'éducation du public. Des sites comme celui-ci, il en existe 140 en Isère. 40 000 personnes s'y rendent chaque année, dont près de 15 000 sont accompagnées par des animateurs. D'abord, on travaille avec les publics sociaux,
donc qui bénéficient des politiques sociales du département. Donc ça peut être très large, c'est un public qui va des personnes âgées aux enfants qui sont en crèche, en passant par les handicapés, les polyhandicapés. Et donc là, le but, c'est de recréer, on va dire, du lien avec la nature, mais surtout de profiter de moments de bien-être dans la nature pour des gens qui sortent très peu des institutions. Parmi les publics dits sociaux se trouvent aussi les personnes en situation précaire. Les visites en week-end, elles, sont plutôt dédiées au grand public. Le but de la campagne est de montrer aux Isérois toute la richesse de la nature sur le département. Ça m'est arrivé beaucoup d'avoir des cousins, de la famille, des amis qui habitaient pas du tout dans la région, qui venaient. En fait, j'adorais leur faire partager moi mes émotions en montagne, en nature, et je pense que cette fibre-là de vouloir partager les richesses d'un milieu naturel, des lumières, ce que ça provoque en termes d'apaisement, de reconnexion avec soi-même aussi, ça m'a toujours parlé. Et la campagne des espaces naturels sensibles, c'est un budget de 250 000 € pour le département de l'Isère. Voilà, de bien belles images de Télé Grenoble, notre partenaire. Voilà, tout de suite, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. On continue ce JT avec cette revue de l'actualité. À tout de suite. Bonjour Saveria, il n'est question que de lui, c'est à la une du Dauphiné libéré, impôts, retraite, PMA, ce qu'il a dit, lui, c'est le Premier ministre et c'est son discours de politique générale hier à l'Assemblée, aujourd'hui au Sénat. Fiscalité, écologie, retraite, immigration, pour sa deuxième déclaration de politique générale, le Premier ministre a détaillé la feuille de route de l'acte 2 du quinquennat, des mesures placées sous le signe de l'urgence face à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a présenté et le calendrier et la méthode des mois à venir. Il a ensuite obtenu la confiance des députés par 363 voix contre 163. Un résultat en très léger recul par rapport à 2017. Et puis c'était une annonce très attendue par tous les défenseurs de la PMA pour toutes. Le Premier ministre a confirmé que la mesure figurait bien dans le projet de loi de bioéthique examiné fin septembre. Et puis bien sûr, à la une de la Marseillaise, ceux qui répondent au Premier ministre, l'opposition. Sur les 3 urgences écologiques, sociales et démocratiques identifiées par le Premier ministre, rien n'est à la hauteur. Je ne vois qu'effet placebo. Réaction d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste à l'issue du discours de politique générale. Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, lui, y voit un cortège de mesures non financées. La Marseillaise a, elle, fait réagir les habitants de la région à ce discours de politique générale. Retraités, infirmières, gilets jaunes, que pensent-ils des annonces du Premier ministre? Ont-ils été convaincus? C'est à lire dans la Marseillaise. Alors le titre, c'est pas coucou le revoilou, mais c'est à la une de Var Matin. Et si Nicolas Sarkozy revenait? Point d'interrogation quand même. Non, il ne reprendra pas la présidence des Républicains, mais il ne laissera pas tomber les Français. C'est ce qu'assure le maire de Toulon, Hubert Falco, qui a vu longuement l'ancien chef de l'État à Paris. Christian Estrosi a lui également appelé Nicolas Sarkozy pour reconstruire une droite en miettes. Le maire de Nice estime que l'ancien chef de l'État est le plus à même de rassembler le parti en ces temps difficiles pour Christian Estrosi. Après une débâcle historique aux européennes, le parti, plus que d'un nouveau leader, a besoin d'une figure tutélaire pour renaître de ses cendres. Il a également demandé le report de l'élection du président des Républicains après les élections municipales. Voilà, sans transition du tout, à la une de Nord-Éclair, obésité, le CHU à la pointe. Près de 1000 participants au congrès de la Société de chirurgie de l'obésité, congrès qui vient de se tenir à Lille. Le CHU est à la pointe dans le traitement des obésités sévères. La chirurgie de l'obésité est désormais le traitement de référence qui permet non seulement d'obtenir une perte de poids durable, mais aussi d'atteindre une réduction importante des facteurs de risque cardiovasculaire et de mortalité. Depuis plusieurs années, les équipes du CHU de Lille ont développé une réelle expertise dans ce domaine. Elles réalisent chaque année 500 interventions de ce type. Et puis à la une de la Charente libre, normal, ça concerne Angoulême. C'est le patron de Free, Xavier Niel, qui est prêt à ouvrir son école là-bas. C'est la semaine prochaine que va être annoncée la création d'une école informatique gratuite et ouverte à tous. L'ambition de cette nouvelle école, qui va donc ouvrir à Angoulême, modifier le système après des mois de discussion. Le département de la Charente a passé un accord avec les équipes de Xavier Niel et une nouvelle école va bien voir le jour. Une nouvelle école sur le modèle de l'école 42 à Paris, l'école de programmation informatique confondée en 2013 donc par Xavier Niel. Voilà, merci Saveria. On passe au club de la presse. Hervé Favre, Samuel Ribaud sont avec nous ce matin.
Et l'on va s'intéresser, messieurs, bonjour, Hervé Favre de La Voix du Nord et Samuel Ribaud Bonjour. de l'ALP, l'agence Bonjour. locale de presse, au discours de politique générale du Premier ministre, impôts, retraite, PMA, écologie, ce qu'a dit le Premier ministre. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, un récapitulatif de ces annonces par Sandra Cerquera de Public Sénat, et on revient sur tout cela après. Édouard Philippe l'assure, l'ambition écologique est au cœur de l'acte 2 du quinquennat. Première annonce, la fin des plastiques jetables dans l'administration dès 2020. Une ambition sociale également. Le Premier ministre dit avoir entendu l'exaspération fiscale des Français. Une baisse de l'impôt sur le revenu est prévue de 350 € en moyenne par foyer pour la première tranche. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros. Autre annonce, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, avec un projet de loi en juillet au Conseil des ministres et fin septembre au Parlement. Des précisions aussi sur la réforme des retraites, avec la fin prévue des 42 régimes spéciaux existants. Ce nouveau système, que nous mettrons en place de manière très progressive, reposera sur un principe simple. Les règles seront les mêmes pour tous. C'est-à-dire qu'1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tous. La réforme de l'assurance chômage sera présentée le 18 juin et le bonus-malus sur les CDD en fera partie. La réforme de l'assurance chômage sera présentée le 18 juin prochain et le bonus-malus sur les CDD en fera partie. Enfin, un projet de loi vieillissement a également été annoncé pour la fin de l'année, visant à favoriser le maintien à domicile. Voilà, Hervé Favre. Alors, ce Premier ministre, deuxième discours de politique générale, c'est son deuxième en tant que Premier ministre. D'abord sur la forme, avant qu'on revienne sur les impôts, la retraite, le PMA, l'écologie, la réforme constitutionnelle. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez trouvé plus Premier ministre que la première fois? Dans son élocution, dans sa prestance, dans sa présentation? Je pense qu'on peut dire qu'effectivement, ce discours correspond à un moment Édouard Philippe, parce que sur la première partie du quinquennat, c'est vrai qu'il a quand même été assez effacé. Il a été même en difficulté sur l'affaire du 80 km/h, qu'il avait courageusement d'ailleurs assumé politiquement. Bon, là, on sent bien qu'Emmanuel Macron le remet un peu en première ligne, parce qu'il a aussi besoin de continuer à attirer l'électorat de droite. Et donc on met en avant Édouard Philippe, qui a été une grande conquête politique de 2017. Donc oui, sur la forme, il a été plutôt bon. Moi, j'ai assisté à beaucoup de discours de politique générale. Je l'ai trouvé, celui-là, il n'a pas été très chahuté, quoi. Voilà, c'était quand même une ambiance assez calme, sauf à quelques rares moments d'intervention. Donc oui, il s'affirme. Maintenant, on parlera après du fond. Il y a quand même beaucoup de flou qui est maintenu sur le contenu. Alors, tout y était, Samuel Ribaud, impôts, retraite, PMA, écologie, réforme constitutionnelle, la totale, comme on dit? Un peu de tout, à la fois motivé par effectivement le temps, le deuxième temps du quinquennat. Puis on l'oublie un peu vite, mais par ce qui s'est passé depuis le mois de novembre dernier quand même. Hein. Les Gilets jaunes ont quand même infusé encore une fois dans cette déclaration de politique générale, avec des efforts importants en matière fiscale. Maintenant, je pense qu'il va y avoir quelques passages un peu difficiles. Bon, la PMA pour les raisons qu'on imagine. La réforme des retraites, qui me paraît assez audacieuse dans la mesure où en fait on dit qu'on ne bougera pas le curseur de l'âge de départ, mais en même temps on vous explique que si vous partez à 62 ans, vous ne partirez pas à taux plein. C'est une réforme qui, telle qu'elle a été présentée hier, ne bénéficierait qu'aux gens qui auraient les moyens de partir un peu plus tôt et qui donc auraient soit une bonne retraite, soit un bon patrimoine, soit les deux. Et ça risque de pas être très populaire. Sur ce problème précis des retraites, Hervé Favre, il veut quoi? Aligner la France sur les autres pays européens, le Premier ministre, c'est ça l'idée? Oui, il dit effectivement l'âge moyen de départ à la retraite autour de la France est à 64 ans. Voilà, nous on a 2 ans d'écart. Est-ce qu'on continue à financer ça? Est-ce qu'on le fait financer par nos enfants? Finalement, c'était un peu l'argument. Il a prononcé carrément ces paroles. Oui, absolument. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette réforme, en fait, elle est déjà appliquée pour le régime complémentaire. Enfin, il y aura une décote à partir des générations de 1957. Les gens qui partent à 62 ans auront une décote de 10% pendant 3 ans. Donc voilà, il va généraliser ce principe. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le débat, quoi. Franchement, on maintient les 62 ans parce que c'est un totem, mais on sait très bien, aujourd'hui déjà,
l'âge moyen de départ à la retraite est de 63 ans. Donc, les Français font leur calcul. L'accélération. Alors, je voulais redire une chose sur ce. Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'il n'ait pas donné de précision de calendrier, à part le fait que Jean-Paul Delevoye présentera ses recommandations en juillet. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé de préparer le terrain, qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec les partenaires sociaux. Mais sur le calendrier parlementaire. Autre transfuge de la droite. Il était, je crois, même candidat à la présidence du RPR à l'époque. Oui, en 99, il avait échoué, mais c'est un gaulliste. On passe à l'accélération écologique. Est-ce que c'est le score 13,48 de Yannick Jadot, la tête de liste Europe Écologie Les Verts, lors des européennes du 26 mai dernier, qui pousse le gouvernement à colorier en vert absolument tout, là. Édouard Philippe est devenu écologiste aussi. Vous avez parfaitement raison. Quand vous avez Yannick Jadot qui fait 14%, vous ne pouvez plus continuer à faire semblant de faire de l'écologie, parce que c'était quand même un petit peu ça qui se passait depuis le début du quinquennat. Et puis Édouard Philippe, il avait un challenge personnel à relever, puisqu'on sait qu'il n'a pas vraiment la fibre environnementale, qu'il a été au cadre chez Areva et que ça lui est suffisamment reproché. Bref, il n'a pas le profil d'un Premier ministre qui emmènerait la France dans la transition énergétique contre laquelle il avait voté d'ailleurs il y a 2 ou 3 ans, lorsqu'il était député. Donc le chantier, oui, est ouvert de manière beaucoup plus évidente depuis le score des Verts aux européennes, mais le contenu, honnêtement, est assez décevant parce que finalement, supprimer l'usage des plastiques dans l'administration, ça va pas nous permettre d'aller plus vite. Ça fait un peu gadget. Il va être attendu au tournant. On s'en remet à un conseil citoyen qui va faire des super propositions qui vont être énormément soutenu dans les mois à venir. Bref, c'est absolument pas à la hauteur, semble-t-il, des enjeux que les Français ont voulu mettre en avant lors des élections. Et ça va être un marqueur très très fort. Vous disiez, ça fait un peu gadget. Les élections européennes, le résultat des écolos a clairement colorié en vert le discours d'Édouard Philippe. Ils ont aussi besoin de faire oublier un peu le départ de Nicolas Hulot, qui est parti sur un constat d'échec et d'impuissance. Le plastique, ça n'a pas échappé à Sébastien Chenu, vous l'avez entendu, la réponse du Rassemblement national. Oui, il dit on en fait plus pour le gobelet en plastique que pour les urgences. Que pour les urgences et les infirmières. Et le fait est que moi, ce qui m'a étonné, c'est que Édouard Philippe place son discours sur le thème des urgences. Bon, il fallait quand même oser dans le contexte actuel, d'autant plus que dans le discours, il n'y avait rien pour répondre à ce problème spécifique. Samuel Ribaud parlait du gros morceau, la PMA, vous disiez, ça risque pas de passer comme ça, la réforme constitutionnelle également, mais on va démarrer par la PMA. Ce sont les deux, dans ce discours de politique générale, ce sont les deux points de gros achoppements possibles, c'est ça, PMA et réforme constitutionnelle. En fait, on peut regarder la question sous 2 angles. Le premier, c'est l'angle de la société, et la société, on le sait maintenant depuis des décennies, est en avance sur la représentation politique. Le mariage pour tous l'a montré, je veux dire, ça fait 6 ans, il n'y a pas vraiment eu de problème au sein de la société. En revanche, il y a les jurisprudences Pax et mariage pour tous, avec cette mobilisation forte de l'électorat traditionnaliste, qui fait beaucoup de bruit, qui a tendance à polluer un peu le débat. Et ça va donc être compliqué sur un plan politique, sur un plan médiatique. Sur un plan sociétal, je ne pense pas. Il s'agit d'ouvrir les droits à la PMA pour les couples de lesbiennes et les femmes qui veulent avoir un enfant toutes seules. Donc on n'est pas en train de complètement exploser le cadre. Mais c'est un marqueur, comme on dit, c'est ça ? Oui, c'est un marqueur sociétal. Je pense que là, Édouard Philippe avait aussi besoin, Emmanuel Macron, à travers Édouard Philippe, avait besoin d'envoyer un signal à son aile gauche qui... Je trouve qu'elle a été un peu oubliée pendant la première partie, mais c'était une promesse, oui. C'était une promesse. De campagne, comme on dit. Il le fait passer avant les retraites, quand même, avant la réforme des retraites, dans le calendrier parlementaire. Donc il met bien ça en avant. Sur la réaction de l'opinion, moi je ne pense pas que ça déclenche une mobilisation comme le mariage pour tous, même si évidemment on voit déjà sur les réseaux sociaux des appels à la mobilisation. Alors la réforme constitutionnelle, pour Gérard Larcher, il y a beaucoup d'annonces, pas de financement, et sur cette révision constitutionnelle, considère que c'est un camouflet pour le Sénat. Là, clairement, Édouard Philippe renvoie la patate chaude à Gérard Larcher en lui disant écoutez, il est temps maintenant que vous nous disiez oui ou non. Mais on ne va pas prendre le risque, effectivement, de lancer le débat et de se prendre en finale un vote négatif du Sénat. Donc, Gérard Larcher semblait effectivement avoir ouvert quelques portes en disant qu'il était encore prêt à la négociation, mais là, ça se tend. Oui, mais le président de cette maison dans laquelle nous sommes a voulu se saisir du rôle, parfois d'ailleurs presque de premier opposant. Il a érigé le Sénat en contre-pouvoir et aujourd'hui, il touche un petit peu les limites de cette nouvelle posture, ce qui est bien normal.
Il a joué, sur ce coup il a perdu, on va voir ce que ça va donner. Puis on a entendu aussi la petite musique d'Édouard Philippe qui parlait de peut-être attendre le renouvellement d'une partie du Sénat pour voir si, en gros, la composition de l'hémicycle lui serait plus favorable. Donc ça, c'est aussi une manière de remettre Gérard Larcher face à ses responsabilités. Et la menace d'un référendum aussi. Oui, et la menace d'un référendum. Mais cette réforme constitutionnelle, ça va devenir quelque chose dont on ne verra pas l'aboutissement avant la fin du quinquennat si ça continue. Messieurs, vous restez avec nous, puisque c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités locales, qui est notre invitée. Dans quelques minutes, on va revenir évidemment sur ce discours de politique générale prononcé devant l'Assemblée nationale et prononcé dans quelques heures devant le Sénat avec vous deux. Tout de suite, c'est la météo des territoires avec un temps qui s'améliore en France un peu partout. Et à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, je vous l'avais dit, ça s'améliore le temps sur notre pays, sur la totalité du pays. Voilà, tout de suite c'est le Zap Monde de TV5 Monde. En quelques minutes, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde. On part en Russie, on part au Québec, surtout on part à Genève où l'OMS mesure les conséquences sur la santé mentale, vous allez le voir, dans les zones de guerre. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est une étude qui ne devrait surprendre personne et pourtant l'Organisation mondiale de la santé ne cesse de le répéter depuis des années. Que l'on soit combattant ou pas, vivre dans une zone de guerre est inévitablement très dangereux pour la santé mentale. Nous avons constaté qu'une personne sur 5 dans les régions du monde touchées par des conflits souffre de l'un des 5 problèmes de santé mentale suivants. Dépression, anxiété, stress post-traumatique, troubles bipolaires ou schizophrénie. Le journaliste, poursuivi pour trafic de drogue, a été sauvé jeudi par le Kremlin. Une décision qui a amené certains à espérer une ouverture de la société russe. Un espoir vite brisé, notamment avec l'arrestation pendant le rassemblement de l'opposant politique Alexeï Navalny. Les arrestations, c'est pire que s'ils avaient complètement dispersé la manifestation. Ils montrent leur faiblesse et cela ne fera qu'engendrer davantage de protestations et d'actions. Pendant la manifestation et les arrestations, Vladimir Poutine remettait des prix nationaux. Et au premier rang, une femme portait un t-shirt de soutien à Golunov. Je vous amène en 1967, justement. Une année charnière pour les Québécois. Prendre 10 minutes par jour pour apprendre une page d'histoire du Québec et apprendre le français. C'est le principe de ces capsules vidéo offertes à des immigrants qui suivent des cours de francisation. En ciblant une année précise, elles présentent l'histoire, la culture, les régions et les institutions qui façonnent le Québec. Laissez-moi avilir la difficulté, le challenge de la langue et laissez-moi vous raconter qui on est, qui on a été et qui on est pour que vous choisissiez de nous aider à devenir qui on sera. Depuis aujourd'hui, Roxane prend l'air sur les écrans français. Cette poule est à elle seule l'étendard de la condition animale et des agriculteurs en détresse. Elle porte le même nom que l'héroïne de Cyrano de Bergerac. Ce n'est sûrement pas un hasard. Reportage de nos confrères de la RTS. 5693 œufs, les filles.
Bravo. Raymond est un petit producteur d'œufs bio, secrètement amoureux de littérature française. Toujours accompagné de sa poule Roxane, il décide de faire le buzz sur la toile pour sauver son exploitation, condamnée face au prix imbattable des concurrents industriels. C'est fini, Roxane, on ferme dans 3 mois. On a intérêt à être bon parce que c'est Marcello Mastroianni qui disait ça, ne jouez jamais avec des enfants et des animaux, ils vont vous piquer la vedette.